Le questioni di ciascun paese, oggi e di ciascun settore, non possono più essere considerate rispetto a un paese soltanto, ma occorre che si situino in un'era planetaria. Non è più l'era delle visioni del mondo, dicevamo, ma l'era planetaria. In Italia, dunque, in questa penisola, dopo 500 anni, e dopo, dunque, il periodo in cui era stata inventata la letteratura. Le invenzioni avvengono e non avvengono per caso. In questo caso la letteratura è stata inventata quando è sorta la scienza della parola, quando l'oggetto scientifico e artistico e culturale si è qualificato non solo come specchio, ma anche come sguardo, in particolare, e anche come voce, ma come sguardo, quindi come punto di fuga, come punto di sottrazione, ed è ciò di cui si tratta nella prospettiva. Quando viene inventata la prospettiva, viene inventata anche la letteratura. Discutevamo venendo qui, accennavamo anzi venendo qui, ad Ariosto, che forse scrive uno dei primi romanzi dell'Europa, nella misura in cui forse la commedia di Dante appunto è una commedia, quindi non è ancora un romanzo. Oggi dunque la letteratura nasce 500 anni or sono senza più il collegamento fra la scrittura e il parricidio. Per Platone la scrittura è parricida, cioè non ha più l'assistenza, l'aiuto, la protezione dell'autore, del padre, che può intervenire, correggere, interpretare, quindi man mano che avviene la lettura, la scrittura risulta in qualche modo libera e pertanto una mediazione della parola. Con il primo Rinascimento la scrittura incomincia a non essere considerata più una mediazione della parola e a essere situata nella parola come originaria. E è quello comunque che emerge soprattutto oggi. Oggi in cui la scrittura non ha da correre il pericolo che notava Platone del malinteso, ma viene al seguito del malinteso e al seguito del tempo, ciò che fa sì che vi sia a un certo punto la letteratura o che la scrittura non sia più fisica o metafisica, è proprio questa introduzione del tempo nel racconto, nella storia, nel fare e nel romanzo. Abbiamo discusso in questi mesi, a proposito di scrittori anche di questa penisola, del romanzo storico o del romanzo politico. Qui oggi ci troviamo a qualcosa che noi abbiamo inserito nella collana romanzi, ma diciamo è molto lontana da un genere. Forse dicevamo che la letteratura sorge dall'impossibilità dell'autobiografia e comunque dalla sospensione del principio della confessione o della professione. Non è perché le cose possano essere dette o si debbano dire che sorge la letteratura, ma perché le cose si dicono a loro modo, si scrivono a loro modo, e per cui lo stesso genere non sta in piedi. Non può chiamarsi saggio, forse romanzo in un'accezione dunque che appena stiamo accennando, nel senso che la storia di cui si tratta qui è la storia di Alain Robbe-Grillet, ma la storia che non è come tale è tale in quanto passa attraverso la scrittura, in questo caso. Il libro ha avuto un immenso dibattito e un successo in Francia per quanto riguarda la vendita, trattandosi di un libro non destinato nella sua natura ad essere bestseller, è stato a sua volta invece un bestseller. Ha avuto una vendita che va da 30.000 a 40.000 copie
e per questo tipo di libro, insomma, è un successo ancora rilevante, quello destato dal dibattito in Francia. Alain Robbe-Grillet, come è noto, era protagonista di quello che si chiamava il nuovo romanzo, e quindi come protagonista di un'avanguardia, come tale era noto in Italia, e come pure anche come regista e sceneggiatore. Dicevamo che negli anni 60 ha avuto un grande interesse e che adesso, forse con questo libro, può riprendere l'edizione delle opere di Alain Robbe-Grillet, e quindi anche di quelle opere che in italiano sono introvabili o che forse avrebbero bisogno di una revisione nella traduzione. E questo libro non è, come dire, di difficilissima lettura, almeno in apparenza può leggersi in modo agevole, anche se poi richiede, si lascia rileggere, insomma, richiede altre letture. E Lo specchio che ritorna, dunque anche in riferimento al mito di Alain Robbe-Grillet, quindi alla nascita, tra virgolette, e quindi alla Bretagna, dinanzi all'oceano, alla Manica, e quindi c'è uno specchio che non è mai speculare, e da questo cinema, in fin dei conti, che trae risorsa anche questo romanzo. In fin dei conti nessuna immagine di questo specchio che ritorna si lascia distruggere, anzi si trova in un incessante movimento. A Venezia ha fatto un intervento in cui emergeva anche, diciamo, l'altro aspetto dell'immagine, cioè il teatro, quindi l'arte dell'alterità dell'immagine. Forse occorrerebbe anche leggere qualche brano di questo libro, giusto per sentire qual è anche la prosa in italiano di Alain Robbe-Grillet. Forse leggo questo brano che ho letto a Venezia. Ho l'impressione di avere già raccontato tutto questo molto tempo fa, nei libri e nei film, e in modo molto più esatto e più convincente. È sicuro che non lo si è visto, o che lo si è visto pochissimo, e altrettanto sicuro è che per me è sempre stato indifferente, non stava lì lo scopo della scrittura. Eppure oggi provo un certo piacere a usare la forma tradizionale dell'autobiografia, quella facilità di cui parla Stendhal, nei ricordi d'egotismo, messa a confronto con la resistenza del materiale che caratterizza ogni creazione. E questo dubbio piacere mi interessa nella misura in cui da una parte mi conferma che mi sarei messo a scrivere romanzi per esorcizzare quei fantasmi di cui non riuscivo a venire a capo, e dall'altra mi fa scoprire che la via della finzione è, in fin dei conti, molto più personale della presunta sincerità della confessione. Quando rileggo frasi del tipo «Mia madre vegliava sul mio difficile sonno», oppure «Il suo sguardo disturbava i miei piaceri solitari», mi prende una gran voglia di ridere, come se stessi falsificando la mia esistenza passata con l'intento di farne un oggetto sapiente, conforme ai canoni del compianto Figaro littéraire, logico, commosso, plastificato. Non che i dettagli siano inesatti, forse proprio il contrario, ma a quei dettagli rinfaccio il numero esiguo e anche il modello romanzesco. Insomma, qualcosa che chiamerei arroganza. Non solo non li ho visti all'imperfetto o sotto una simile apprensione aggettivale, ma anche, nel momento della loro attualità, brulicavano in mezzo a infiniti altri dettagli, i cui fili intrecciati formavano un tessuto vivente. Invece qui ne ritrovo una scarsa dozzina, ciascuno isolato sul suo piedistallo, colato nel bronzo di una narrazione quasi storica. Lo stesso passato remoto non è lontano, è organizzato secondo un sistema di relazioni causali, conforme appunto alla pesantezza ideologica contro cui
tutta la mia opera insorge. Cominciamo a vederci più chiaro. Prima approssimazione. Scrivo per distruggere, descrivendoli con precisione i mostri notturni che minacciano di invadere la mia vita vigile. Ma, secondo punto, ogni realtà è indescrivibile e io lo so distinto. La coscienza è strutturata come il nostro linguaggio e non senza motivo. Ma non il mondo e non l'inconscio. Con le parole e le frasi non posso rappresentare quel che ho davanti agli occhi e quel che mi si nasconde nella testa o nel sesso. Lasciamo da parte per il momento le immagini del cinema, dimostrerò più avanti, se mi tornerà in mente, che pongono quasi gli stessi problemi, contrariamente a quanto si crede. La letteratura è così. Terza posizione. La prosecuzione di una rappresentazione impossibile. Io, che lo so, che ci posso fare? Posso organizzare favole, che non saranno metafore del reale o analogie, ma avranno il ruolo di operatori. Allora, la legge ideologica che governa la coscienza comune e il linguaggio organizzato non sarà più un intralcio, un principio di fallimento, perché ormai l'avrò ridotta allo stato di materiale. In questa prospettiva, il progetto di raccontare la mia vita mi si offre in due modi differenti e opposti. O io mi ostino a delimitarla nella sua verità, fingendo di credere che il linguaggio sia competente, e sarebbe come dire che è libero, e in questo caso ne farei solo una vita scontata. O rimpiazzerò gli elementi della mia biografia con operatori che appartengono scopertamente all'ideologia, ma sui quali e mediante i quali potrò questa volta agire. Il secondo metodo ha dato la gelosia o progetto per una rivoluzione. Il primo, purtroppo, dà la presente opera. Allora io passo la parola adesso a Alain Robbe-Grillet e siamo qui quindi per discutere intorno a questo libro. Dopo il suo intervento forse alcune domande o alcuni interventi possono farsi pure in modo da proseguire la conversazione. Prego. Oui, je vais commencer par faire un petit discours comme ça parce qu'il faut bien pour lancer le débat. Mais en réalité, ce qui m'intéresse, c'est de répondre à vos questions, c'est-à-dire d'essayer de répondre à vos questions. En effet, pourquoi faire un discours sur ce livre? J'ai écrit ce livre pour qu'on le lise. Il a été traduit, on peut le lire. En quelque sorte, je n'ai rien à ajouter. Paradoxalement, la société contemporaine veut toujours que l'écrivain ajoute quelque chose. Et même, de plus en plus, on a l'impression que l'œuvre elle-même n'est rien, mais que les médias ont la prétention de faire accoucher à l'auteur de sa vérité qu'il a été lui-même incapable de formuler dans ses livres. Évidemment, d'une part, c'est dérisoire, mais d'un autre côté, il s'y prête. Je donne des interviews, je vais à des colloques, je fais des prestations publiques, comme ce soir devant vous. C'est donc probablement que les choses ne sont pas si simples. C'est-à-dire que, à la limite, un auteur n'a jamais fini de s'expliquer. Pourtant, c'est quand même dans ses livres qu'il faut chercher le plus juste, le plus profond de ses explications. Les explications qu'il ajoute vont probablement être déjà comme des fausses clés, c'est-à-dire des façons d'en parler, comme si l'œuvre devenait une sorte d'objet mondain, sujet seulement de discussion mondaine. C'est une grande expérience de modestie pour un écrivain de voir le petit film que nous avons vu ensemble, vous et moi, au sujet du colloque de Venise. En effet, l'écrivain a de sa propre œuvre une opinion démesurée. Je me méfierais d'un écrivain qui ne prétendrait pas être le plus grand écrivain du monde.
D'ailleurs, tous les écrivains que je connais sont les plus grands écrivains du monde. Quelquefois, ils n'osent pas le dire, mais quand ils ont un peu de sincérité, ils le disent. Et puis, en même temps, ils se voient réduits, donc, par cette société fortement médiatisée, à des fragments dérisoires comparables un peu à des présentations de mode. C'était très amusant de voir dans ce film-là le mélange des images touristiques de Venise avec la parole d'écrivain qui croit être donc le plus grand, Ionesco, Marek Alter, ou moi, ou Zinoviev, et aussi des défilés de costumes. Une boutique de Venise qui veut montrer les maillots de bain et les costumes de plage qu'elle produit. Et on se dit, ben oui, en somme, je ne suis que ça, moi aussi. Or, il y a là une contradiction que je ressens, c'est-à-dire que, en tant qu'artiste, j'ai... Comment ? En tant qu'artiste, j'ai eu une sorte de révélation exorbitante de moi-même. Vous savez, on demande souvent à l'artiste une présence dans la société, l'engagement par exemple, ou d'autres types de présence dans la société, qui sont le contraire même de sa propre révélation de soi-même, qui est une hypertrophie de sa conscience considérable, qui le fait être incomparable avec quoi que ce soit. Et brusquement, on le compare, non seulement à d'autres écrivains, mais à n'importe quoi, à des défilés de mode ou à des cartes postales de Venise. Et il se dit, mais dans le fond, c'est intéressant parce que c'est vrai. En même temps, je ne suis que ça. C'est-à-dire que je suis moi-même formé de ces fragments, des affiches, des discours politiques ou autres, des cartes postales, des conversations mondaines. Je ne suis que ça aussi. Probablement, cette première contradiction est peut-être même à l'origine du fait d'écrire. Ce livre, Le Miroir qui revient, a été écrit pour répondre à cette question qu'on me pose depuis 35 ans, pourquoi écrivez-vous ? En effet, je ne suis pas écrivain de profession, n'est-ce pas ? Je suis ingénieur agronome, spécialiste des maladies du bananier. C'est la seule chose que j'ai appris, les mathématiques et la biologie, et je suis un chercheur scientifique, et tout d'un coup, à un âge déjà avancé, à plus de 30 ans, je me mets à écrire des livres. C'est déjà bizarre, parce que c'est au moment où j'ai enfin acquis une situation qui me donne à la fois honneur et vie matérielle agréable, que je laisse tout. Je quitte tout pour écrire des romans dont personne ne veut. Car vous savez que mes premiers romans ont été refusés par tous les éditeurs et que quand ils sont parus, ils ont été reçus non pas par un concert de louanges, mais par une espèce de stupéfaction choquée, comme si j'avais provoqué je ne sais quel attentat criminel contre les belles lettres. Et pourtant je continue, ça ne me trouble pas, on ne veut pas éditer mes livres, ça m'est égal. On les édite et tout le monde en dit du mal, ça ne me trouble pas. Je me dis même c'est normal. C'est normal puisque, en somme, ce que je dis ne peut pas être entendu. Si ce que je disais pouvait être entendu, c'est que ça aurait déjà du sens, donc il y aurait déjà un public et par conséquent ce serait une œuvre inutile. Je pense donc que cet ingénieur qui se met à écrire et qui continue dans le plus grand silence au départ, sans en être troublé, c'est quelqu'un qui est poussé par une sorte de force très intense. Quelle est cette force qui peut me forcer à sortir donc de ce métier confortable pour l'exercice problématique de la littérature ? C'est pour essayer de dire ce que c'est que cette force-là, ce que c'est que ce désir-là, que j'ai écrit ce livre, Le Miroir qui revient. Au départ, il y avait
l'idée d'une collection des éditions du Seuil à Paris qui s'appelle les écrivains de toujours, ou quelque chose comme ça, où il y a un Michelet par lui-même, un Victor Hugo par lui-même, etc., qui n'ont pas été écrits, bien sûr, par Michelet et par Victor Hugo, mais par d'autres écrivains contemporains qui ont pris des fragments des œuvres en question pour essayer de faire une sorte de portrait de l'auteur. Et dans la même collection, il y a eu des auteurs vivants qui, en général, comme Roland Barthes, ont fait leur propre Roland Barthes par lui-même. Donc, au départ, la commande d'un éditeur, les éditions du Seuil, pour écrire un Robbe-Grillet par lui-même. Ça m'intéressait. En même temps, ça me choquait un peu, car j'avais l'impression que Robbe-Grillet par lui-même, c'était son œuvre, c'est-à-dire qu'il suffisait de lire mes livres. Il y avait déjà 10 romans, 2 essais, 8 films, enfin, c'était en somme un Robbe-Grillet par lui-même très suffisant. Et en même temps, je me suis dit, mais il ne faut pas se dérober. Du moment que les gens se posent cette question, je vais essayer d'y répondre, c'est-à-dire essayer de mettre en parallèle ma biographie et mes travaux, c'est-à-dire mes romans et mes films. Les mettre en parallèle, c'est-à-dire dire d'où ça vient, comment ça vient, qu'on se met à produire de la fiction. Car j'insiste bien, de la fiction. C'est-à-dire que je n'écrivais pas des essais, des dissertations philosophiques ou littéraires sur la littérature, mais de la fiction. Pourquoi est-ce qu'on se met à écrire de la fiction? Probablement parce qu'on ne sait pas soi-même ce qu'on a à dire. J'imagine qu'un écrivain qui sait ce qu'il a à dire n'écrira pas un roman, il écrira un traité, un essai, une œuvre conceptuelle, où il expliquera clairement ce qu'il a à dire. Tandis que quelqu'un qui se met à écrire un roman, qui se lance donc dans l'exercice problématique de la fiction, c'est quelqu'un qui a à dire, mais qui ne sait pas quoi. C'est-à-dire, il est à la recherche lui-même de ce qu'il a à dire. Et son œuvre ne va pas du tout être la conclusion de ses recherches, mais la recherche elle-même. C'est-à-dire, c'est l'exercice même de l'écriture qui va être à la fois cette recherche de ce qu'il a à dire et l'œuvre, c'est-à-dire le résultat censé être final. Il y a probablement quelque chose qui s'est accentué gravement dans le cours du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, dans cette problématique du « qu'est-ce que j'ai à dire ? Pourquoi est-ce que j'écris ?» En effet, si on compare la première phrase, vous savez que la première phrase d'un roman est une chose extrêmement importante parce que ça fonde en quelque sorte le pacte de l'écriture. Quand on lit la première phrase d'un livre, on commence déjà à entrer dans ce problème, quels sont les rapports que cet écrivain entretient avec le monde, c'est-à-dire quels sont les rapports que le lecteur va pouvoir entretenir avec le livre. Si je prends une œuvre du début du XIXe siècle, j'ai l'impression très forte que l'écrivain connaît le monde quand il commence à en parler. C'est-à-dire qu'il sait ce dont il parle. Il a en quelque sorte une compréhension du monde supérieure à celle du public et il va se mettre à écrire pour expliquer ce monde au public qui, lui, le comprend moins bien. L'écrivain est en quelque sorte dépositaire d'une vérité. Il connaît la vérité du monde et il va l'expliquer. Bien entendu, pour connaître la vérité du monde, il faut d'abord être un connaisseur, c'est-à-dire quelqu'un de compétent. Mais il faut aussi que la vérité du monde existe, c'est-à-dire qu'il y ait dans le monde une sorte de cohérence. La cohérence du monde, la compétence du narrateur
vont être les deux points essentiels sur lesquels vont être basés le récit au début du XIXe siècle. Je citais ce matin dans une conversation la première phrase d'un roman de Balzac, par exemple, et j'avais cité la première phrase de Louis Lambert. Alors, je la cite pour bien préciser cette différence entre un récit du début du XIXe siècle et un récit contemporain. Louis Lambert doit être de 1827, quelque chose comme ça. Le livre commence ainsi. Louis Lambert naquit en 1797 à Montoire, petite cité du Vendômois où son père exploitait une tannerie de médiocre importance. On a tout de suite une impression rassurante, n'est-ce pas, de fermeté. Voilà un auteur qui sait ce dont il parle. Louis Lambert, bon, un nom, un prénom, et puis il sait où il est né, il sait à quel endroit il est né, il sait qui étaient ses parents. Voilà un auteur compétent, un narrateur compétent qui parle d'un monde cohérent. Il y a là une sensation très forte de vérité, de plénitude, d'assurance. Probablement parce que le monde est déjà entièrement ferme et plein de sens au moment où le romancier commence à parler. Ferme et plein de sens, c'est-à-dire que le monde existe déjà, et même probablement il est déjà fini, car la personne qui parle probablement se place à la fin de l'histoire, comme si l'histoire du monde était entièrement terminée au moment où le romancier commence à la raconter. Je crois que c'est Roland Barthes qui faisait remarquer que pour employer ce temps grammatical très curieux qui est le passé historique, il fallait se placer soi-même après l'accomplissement final de toute chose. Louis Lambert naquit. Je ne dirais pas de ma propre existence, je naquis à Brest, n'est-ce pas? Ça ne se dit pas en français. On dit je suis né à Brest. Il y a deux passés en français, le passé tremblant et incertain, qu'on appelle passé composé ou passé indéfini, et au contraire, ce passé défini ou passé historique, Louis Lambert naquit. Et Roland Barthes dit, pour pouvoir écrire Louis Lambert naquit, il faut que Louis Lambert soit déjà mort. C'est-à-dire que non seulement il soit né, mais que toute son existence soit passée et que ça forme un tout, un ensemble entièrement perméable au sens que le narrateur va pouvoir, en somme, explorer tranquillement pour en donner les aperçus les plus précis et les plus pleins eux-mêmes de signification au public. Alors, je saute quelques années et je prends la première phrase d'un nouveau roman et je prendrai la première phrase de Passacaille de Robert Pinget. Robert Pinget est un écrivain français très important qui malheureusement n'est pas très connu du grand public, ni en Italie, ni même en France. Et pourtant, c'est un des écrivains du nouveau roman qui est allé le plus loin dans cette exploration de l'incertitude du monde. Alors, voilà le début de Passacaille. Le calme, le gris. De remous, aucun. Quelqu'un serait venu qui aurait détraqué l'horloge. Le monde a changé. Visiblement, le monde a changé du tout au tout. À la place du décor, Montoire, petite cité du Vendômois, où chacun sait où c'est Montoire. Sur la carte, on peut le montrer, sur la carte de France, et on sait quelles sont les industries, quelles sont les spécialités du lieu, etc. Comme décor, le calme, le gris, de remous aucun. On a l'impression d'être devant une sorte de nébuleuse qui n'est même pas en mouvement, c'est seulement comme le brouillard qu'on perçoit quand on monte dans un très haut immeuble partant de brume à Milan. Le calme, le gris, de remous aucun. Le personnage, quelqu'un. Quelqu'un serait venu. Quelqu'un à la place de Louis Lambert. Et
Quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus vague en français, c'est à la fois c'est un être humain, c'est tout ce qu'on sait. Mais on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, un enfant, un adulte, un riche, un pauvre, on ne sait rien, c'est quelqu'un, quoi. Un personnage humain. Et à la place du naquit, qui est le temps donc de la certitude, quelqu'un serait venu. Le conditionnel, le temps de l'incertitude, du problématique, du douteux. Quelqu'un serait venu qui aurait détraqué l'horloge. Alors, pas de décor, pas de personnage et pas non plus de temps, puisque l'horloge a été détraquée. La phrase a presque l'air de s'opposer point par point à cette fermeté du monde. Le monde a perdu sa cohérence, le narrateur a perdu sa compétence. Le roman de Robert Pinget, Passacaille, n'est qu'un cas limite, mais dès le début du XXe siècle, et en tout cas dès les années 30 et 40, sont apparus des romans où justement la présence au monde était totalement opposée à celle de cette certitude balzacienne. Vous vous rappelez la première phrase de L'Étranger de Camus. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu le télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué, ça ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Vous voyez, aujourd'hui, demain, hier, qui sont mélangés dans la même phrase, comme pour plonger le lecteur dans cette incertitude temporelle, et d'ailleurs, incertitude non seulement temporelle, mais généralisée, puisque la phrase, cette première phrase est ponctuée par ces deux propositions, je ne sais pas, et ça ne veut rien dire, qui sont en somme emblématiques de cette différence qui s'est accomplie entre Louis Lambert et L'Étranger. À l'époque de Louis Lambert, ça veut dire, et le narrateur sait. À l'époque de Camus, ça ne veut rien dire, et le narrateur ne sait pas. À la limite, il se met à écrire parce qu'il ne comprend pas le monde. En quelque sorte, l'opération même, cet acte d'écrire un roman, va avoir une signification totalement inversée par rapport à ce qu'elle était 150 ans auparavant. On a l'impression que quand Balzac se met à écrire, c'est parce que vraiment il connaît le monde et qu'il va l'expliquer. On a l'impression que Camus se met à écrire justement parce qu'il ne comprend pas le monde. C'est parce qu'il ne comprend pas qu'il se met à écrire. J'imagine donc que, étant ingénieur, vivant à la Martinique, faisant mes travaux sur les maladies du bananier, tout d'un coup, je n'ai plus pu supporter de ne pas comprendre le monde. D'être avec ce monde dans des relations constantes de doute, de méfiance, d'absurdité, comme disait Camus, mais je n'aime pas le mot absurde moi-même. C'est-à-dire que il y avait peut-être une vérité du monde, mais cette vérité tremblait sans cesse, bougeait, se déplaçait et se reconstituait à chaque instant de façon différente. L'écrivain, se mettant à écrire, va donc avoir cette double préoccupation contradictoire. D'une part, redonner de la cohérence à ce qui n'en a pas, pour essayer, en somme, d'acquérir cette fermeté de monde balzacien, en quelque sorte, grâce à l'écriture, mais d'autre part, et en même temps, de décrire cette incertitude. C'est-à-dire que le roman va déjà avoir cette action double, se pencher vers un monde qui n'a pas de sens et donner du sens au monde. Bien entendu, ces deux opérations sont contradictoires, et cette contradiction va sans cesse être présente dans l'œuvre. Et c'est probablement une des contradictions organisatrices fondamentales de ce qu'a été et de ce qu'est encore le nouveau roman, c'est-à-dire le roman contemporain. Et ça va se faire dans l'écriture elle-même. C'est-à-dire que le livre n'est plus une relation a posteriori d'un monde qui existerait déjà dans sa fermeté et son sens avant le livre va être, comme a dit Maurice Blanchot, le lieu où le monde a lieu.
C'est le seul lieu où quelque chose se passe, l'écriture, le texte. Et la vie de l'écrivain va être sans cesse cette organisation mouvante d'un monde d'écriture, mais qui lui échappe parce que sans cesse il se déplace, il se regroupe, il forme des figures différentes, contradictoires, glissantes, qui jamais n'apparaissent comme vérité. Si bien que non seulement l'incertitude va exister au début du récit, mais elle va exister probablement aussi à la fin du récit. Le récit va être l'expérience de quelque chose qui est l'expérience de la vie même, création du monde d'autre part, mais destruction du monde en même temps. De façon plus précise et matérielle, comment se présente alors le miroir qui revient? J'essaie donc, ai-je dit au départ, de raconter ma propre existence. Non pas l'ensemble de ma propre existence, mais les éléments qui vont avoir joué un rôle fondamental dans les fictions que j'ai organisées ensuite. J'ai toujours dit, depuis les années 50, que les romans étaient forcément autobiographiques, c'est-à-dire qu'ils étaient alimentés avec de l'expérience vécue, alimentés avec de l'autobiographie. Mais quel type d'autobiographie? Voilà ce que je vais essayer de préciser maintenant. Quand Chateaubriand écrit son autobiographie, ou quand le général de Gaulle écrit son autobiographie, on a l'impression que le but est seulement de constituer sa propre statue en bronze pour l'éternité. Chateaubriand est un écrivain célèbre, mais ça a été en même temps un homme politique qui a été mêlé à la restauration de la monarchie en France et qui a joué un rôle politique. Probablement pas un rôle politique très important, pensent les historiens. L'autobiographie de Chateaubriand va avoir pour moteur cette importance qu'il essaie de se donner à soi-même comme homme politique. Donc, à chaque instant, il va organiser sa propre vie mieux qu'elle n'a été organisée dans la réalité. Et comme c'est un homme sincère, il va croire à tous ces mensonges, car ce livre, Les Mémoires d'Outre-Tombe, est rempli de mensonges historiques, on le sait, n'est-ce pas? Mensonges fascinants, parce que justement, ils vont avoir pour but de redonner de la cohérence à une existence qui n'en avait pas. On s'aperçoit donc que Chateaubriand, déjà, à cette époque, avait le sentiment de cette ambiguïté. La réalité n'est pas très bien faite. Elle est constituée de fragments qui s'assemblent mal. L'autobiographie va avoir pour rôle de redonner de la consistance balzacienne, en quelque sorte, à un monde qui en manque singulièrement. Au contraire, dans le miroir qui revient, la conscience que j'ai de mon existence passée est justement une conscience qui doute d'elle-même. J'ai des souvenirs, mais ces souvenirs, je n'ai pas confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils me semblent déjà de l'imaginaire. Au moment où j'écris, je produis de la fiction. Au moment où je pense à ma famille, à mon père, à mon grand-père, je me réfère censément à une réalité. Et je m'aperçois très vite en écrivant que cette réalité est suspecte, qu'elle est déjà de la fiction. Mon grand-père est mort il y a 50 ans. Je l'ai connu, mais connu étant enfant. Et il a laissé dans ma tête une trace. Cette trace est formée d'images, des images changeantes, mais dont certains points fixes reviennent avec insistance, et ça forme quelque chose, l'image d'un grand-père. Image, bien sûr, comme dans un miroir de mauvaise qualité où les choses seraient sans cesse brumeuses et incertaines, comme avec de la buée en surface. Si je pense au contraire à un personnage de fiction, mettons Meursault, le héros de L'Étranger de Camus,
ou Madame Bovary, ou n'importe quel héros d'un livre qui m'a passionné, je me dis, je les ai connus, en somme, aussi bien. Mon grand-père n'est pas différent profondément comme nature de Madame Bovary. C'est quelque chose qui a laissé en moi des traces. Ces traces sont des images. J'ai des images de Madame Bovary dans la tête, elle fait ci, elle fait ça, etc. Et quelquefois, je suis très surpris, relisant le livre, de m'apercevoir que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ça ne figure pas dans le livre, vraiment. Je m'imagine que ça figure dans le livre, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est un personnage imaginaire. Et, dans une très large mesure, Madame Bovary, c'est moi. C'est-à-dire, ce que Flaubert a dit de son héroïne, je peux le dire moi-même, non seulement de mes héros, mais de cette héroïne de Flaubert. Je peux dire que c'est moi, puisqu'elle a laissé chez moi une trace dans ma tête. Ainsi, dans ce livre, vont se trouver mélangés, mais avec la plus grande honnêteté, c'est-à-dire sans le moindre souci de truquer quoi que ce soit, vont être mélangés les membres de ma famille, des personnages de mes romans, des personnages de romans des petits camarades, Flaubert ou Kafka ou Dostoïevski, ayant en quelque sorte le même statut. Ils peuvent se rencontrer, ils peuvent même avoir des dialogues entre eux, et ça ne me choque pas, parce que tout ça, c'est moi. C'est-à-dire, c'est mon imaginaire. Mon père, c'est moi, mon grand-père, c'est moi, Madame Bovary, c'est moi, l'étranger, c'est moi, les possédés, c'est moi, Zéno, de la Conscientia di Zéno, c'est moi, Zéno, je peux vous assurer que c'est moi. C'est moi parce que c'est devenu moi. C'est donc le projet final de ce livre. Je dis le projet final car je n'en avais pas conscience au début, j'en ai eu conscience le livre une fois terminé. De donner cette espèce de reflet de quelque chose qui est dans ma tête, mais qui n'a aucune prétention à la vérité. Je ne crois pas à la vérité, je ne crois pas à la vérité du monde, je ne crois pas à ma propre vérité. Je suis capable de parler d'un de mes livres en me trompant. Et un étudiant dans la classe, ça m'arrive souvent à New York, me fait remarquer que je me trompe. Que non seulement dans Madame Bovary, mais dans Le Voyeur ou La Jalousie, je peux dire quelque chose sur le livre et on me dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça la phrase, et on me cite la vraie phrase qui dit effectivement autre chose. Ça ne me trouble pas, parce que justement, ce projet d'écrire que j'ai eu au départ était lié à cette incertitude. C'est parce qu'il y avait de l'incertitude et que je ne comprenais pas bien comment ça formait un ensemble que je me suis mis à écrire. Il est donc normal qu'on retrouve au départ ce tremblement du sens, ce tremblement même de l'histoire, puisque quand je parle d'un personnage historique, comme, je ne sais pas moi, le maréchal Pétain ou Henri de Corinthe, je ne suis détenteur d'aucune vérité le concernant. C'est aussi des personnages historiques dans ma tête, exactement comme Charles X, enfant, dans les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand. Évidemment, ça produit dans le livre lui-même une série de conflits. Ce livre n'est pas du tout réconcilié avec lui-même. C'est un livre en conflit. Et je terminerai cet exposé sur la notion de conflit dans le roman contemporain ou dans l'art contemporain. Si je pense à Louis Lambert, j'ai l'impression que ce n'est pas un monde de conflits. Même s'il y a des conflits expliqués dans le livre, l'écriture n'est pas conflictuelle. C'est une écriture qui est réconciliée avec elle-même et qui dit ce qu'elle dit. Tandis, si bien que quand on avance dans le livre, on sait où on pose le pied. C'est un monde ferme, où on pose le pied à chaque fois sur quelque chose de solide. Alors qu'au contraire, si je pense à ma propre existence, j'ai l'impression de ne jamais avancer en terrain solide. Je peux avoir pourtant une espèce de facilité à parler de façon claire et solide, mais ça ne me trompe pas moi-même. Je sais que cette parole est mensongère.
C'est-à-dire que ce que j'ai dans la tête est beaucoup plus étrange que ce que je suis en train, par exemple, de dire. La conférence simplifie, la conférence rassure, elle me rassure moi-même. Peut-être même, à la limite, je donne des conférences sur mes propres œuvres pour me rassurer sur le contenu d'œuvres qui m'inquiètent moi-même profondément. Cette écriture conflictuelle, elle était présente dès les premiers livres, et c'est une des choses qui a été le plus mal perçue dans la réception du nouveau roman, et de mes romans en particulier dans les années 50-60, c'est que il y avait toujours une chose et son contraire. Par exemple, il y avait l'objectivité, disait-on dans les années 50, mais il y avait la subjectivité totale en même temps, qui était en train de combattre la prétention à l'objectivité. De même, il y avait les fantasmes, mettons dans un film comme Marienbad, ou dans tous mes romans des années 60-70, mais en même temps, ces fantasmes étaient constamment portés par une sorte de monde solide. Je m'étais opposé à ce qu'on tourne Marienbad dans un décor de carton-pâte, j'avais voulu qu'on tourne dans des vrais palais, et cette opposition entre le monde du fantasme et le monde solide de la pierre, j'y tenais. C'est-à-dire que toutes les fois qu'il apparaissait une caractéristique dans l'œuvre, la caractéristique contraire apparaissait en même temps, ce qui la rendait évidemment difficilement résumable par la critique. Les malentendus qui ont été diffusés sur mon œuvre par la critique dans les années 50-60 et qui continuent largement aujourd'hui sont dus au fait très normal que la critique doit simplifier l'œuvre pour en parler. Si elle veut laisser toute sa richesse à son œuvre, il n'y a qu'une façon, c'est de la recopier, telle qu'elle est. Et par conséquent, il n'aura servi à rien. Si il veut en parler à son public, le lecteur de son journal, il doit l'expliquer. Mais l'expliquant, il va y introduire les fonctions de signification. Et à ce moment-là, automatiquement, il va la tirer vers le sens. L'écrivain lui-même est sans cesse aux prises avec ce problème de l'expression d'un monde qui lui semble privé de sens et cette volonté qu'il a en lui-même, malgré tout, d'en appeler au sens. L'œuvre apparaissant comme une sorte de cri vers le sens. J'ai besoin du sens, j'ai besoin de donner de la signification au monde, et pourtant, cette signification ne va être que provisoire, tremblante, etc. Cette contradiction insoluble va être, en quelque sorte, la contradiction fondamentale, organisatrice des œuvres en question. Et par conséquent, organisatrice de la lecture aussi. Car ce que je viens de dire sur l'écriture va se retrouver exactement au niveau de la lecture. Le lecteur ne va plus pouvoir faire confiance à l'œuvre. Quand Balzac vous dit « Louis Lambert naquit en 1797 », personne ne pense à dire « c'est pas vrai, il me ment ». Personne ne pense à dire, du moins qu'il le dit, et qu'il le dit au passé historique, c'est que c'est vrai. Et ce sera vrai, comme ça, pour l'éternité. Tandis que quand un lecteur commence à lire non seulement un nouveau roman, mais un roman de Faulkner ou L'étranger de Camus, il va immédiatement avoir sa conscience alertée. On me dit ça, mais probablement il y a autre chose. C'est-à-dire que l'écriture va apparaître non pas comme une sorte de matériau servant à médiatiser le monde, mais l'écriture va apparaître comme une sorte de piège. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement dans l'écriture romanesque qui va être un fonctionnement complexe où il y a une place pour le lecteur, la première place, mais c'est une place piégée. Il ne faut pas qu'il s'endorme. On peut s'endormir en lisant Louis Lambert, ça n'a pas d'importance, on ne va pas se retrouver pris au piège. Tandis que si, lisant une œuvre de Kafka, de Faulkner ou un nouveau roman, un de mes romans, par exemple, quelque chose va comme vous anéantir, détruire votre propre conscience, alors que le livre est fait exactement pour le contraire, c'est-à-dire
pour maintenir votre conscience en éveil. Voilà. Je crois que comme entrée en matière, c'est suffisant, et que maintenant, je vais essayer alors de répondre à vos questions, qui j'espère vont être nombreuses et précises. Per diciamo, presentare questo suo nuovo libro, in pratica ha esplorato la portata della letteratura per lui, anche attraverso questa metafora storica. Chi è che ci sono interventi, dunque il dibattito è aperto? Interventi, domande o... Oui. Oui. Sì, dica. Quand vous disiez que quand vous écrivez un roman, parce que vous ne comprenez pas le monde. È già fatto. Essayez de faire une recherche mais confuse. C'est pas aussi une façon de sortir de vous-même cette confusion et de la laisser, enfin de l'emprunter, de la concrétiser. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Que en essayant de sortir cette confusion de moi-même, je vais la figer en quelque sorte, devenir concrète, oui. Oui, ça peut être un des projets même, la faire devenir concrète pour l'explorer plus aisément, n'est-ce pas? Pour la contrôler, oui. C'est-à-dire qu'il y aurait déjà, quoi que j'en dise, une sorte d'entreprise malhonnête. Mais, attendez, c'est que je ne suis pas moi-même entièrement du côté de la modernité et de la conscience libre. Peut-être que si j'étais déjà une conscience libre, je n'aurais pas besoin de la littérature. Mais je suis encore Balzac, n'est-ce pas? Vous savez que la littérature du début du XIXe siècle n'est pas morte, vraiment, n'est-ce pas? Elle est toujours là, n'est-ce pas? Et la preuve, c'est que des tas d'écrivains écrivent encore de cette manière et qu'ils ont un succès souvent beaucoup plus grand que le mien propre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Balzac est dans ma tête. Cette lutte entre l'ordre ancien et la liberté nouvelle, c'est une lutte que j'assume. Je suis le lieu de cette contradiction-là. Et par conséquent, écrivant, je vais d'une part exprimer ce tremblement du monde et en même temps le faire disparaître. Et à la limite, non seulement j'en suis conscient, mais j'en suis fier. C'est assez bizarre, n'est-ce pas? Je revendique d'avoir fait une œuvre tremblante. Néanmoins, j'ai le même fantasme que mon petit camarade Flaubert, c'est du bronze pour l'éternité. C'est-à-dire que je travaille avec une application qui ressemble beaucoup à celle de Flaubert. La façon dont je rature, dont je mets très longtemps à écrire un livre. J'ai mis près de 10 ans à écrire ce livre en faisant autre chose en intervalle, mais enfin, c'est une espèce de travail monstrueux presque et pénible, n'est-ce pas, dans le but de construire quelque chose de définitif. Contradiction effrayante, parce que j'écris, parce que le monde tremble, et je vais en faire quelque chose de définitif, comme si j'imaginais de construire un tremblement en marbre. Et c'est probablement une contradiction intéressante, car elle n'est pas mon apanage exclusif. C'est quelque chose qu'on doit retrouver dans la peinture de Rauschenberg, dans la musique de Berriot, dans tout l'art contemporain probablement. Oui, allez-y, oui. Non, c'est quoi? Prego.
Quand vous avez dit que quand No, le per favore, lecteur- avvicini il microfono, Sì. in modo da far sentire. Quand vous avez dit que le lecteur, quand il lit votre livre, c'est quand même un piège. C'est-à-dire, Oui. c'est ambigu, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse. C'est un peu. Oui. Pourquoi faire ça? C'est-à-dire, c'est comme si le faire entrer dans quelque chose de laquelle il ne peut pas sortir. Eh oui, c'est-à-dire quelles sont ces relations bizarres que j'entretiens avec le lecteur, n'est-ce pas? Pourquoi, effectivement, construire des pièges où il va tomber pour ensuite le dénoncer comme étant tombé dans le piège? Et oui, pourquoi? Je pose la question dans ce livre et je ne suis pas encore parvenu à y répondre, mais probablement parce que le lecteur, c'est moi. C'est-à-dire que cette entreprise perverse qui vise à la mise en question du lecteur, c'est moi qu'elle vise. Je suis moi-même mon premier et mon propre lecteur. Et par conséquent, c'est moi-même qui vais être à la fois le piège, la victime et le chasseur. C'est-à-dire les trois éléments, en somme, le piège, la victime et le chasseur. Saussure disait le signifiant, le signifié et le signe. Est-ce que le lecteur, c'est aussi l'autre? Oui, c'est l'autre. Le problème de l'autre est justement envisagé dans Le Miroir qui revient par une espèce de clin d'œil ironique à Jacques Lacan. Un des écrits les plus intéressants de Lacan est un écrit déjà très ancien qui s'appelle Le Stade du Miroir. C'était sa communication au congrès de Marienbad, très bizarrement au congrès de Marienbad, comme s'il y avait une prédestination de cette ville de Marienbad. Le congrès de Marienbad, 36. 36, oui, en 36 donc. C'est-à-dire à l'époque où Marianske-Lajny s'appelait encore Marienbad. Je vais raconter le Stade du Miroir, ce qui peut sembler assez bizarre devant une assemblée où il y a de nombreux psychanalystes ou de gens intéressés en tout cas, et plus compétents que moi. Mais je vais le raconter pour la même raison que j'ai raconté L'étranger ou Madame Bovary, c'est à ma manière. C'est le Stade du Miroir tel qu'il est lu par moi, n'est-ce pas? Alors, donc, le bébé pense qu'il n'est fait que de fragments. Il connaît son pied, il connaît sa main. Vous avez vu tous un bébé qui joue avec son pied, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très, très, très étonnant. Il joue avec son pied comme si c'était un objet isolé, un fragment isolé qui n'appartient pas à un corps d'ensemble. Donc pour lui, il n'est que des fragments. Alors que l'autre, sa mère ou le docteur, etc., sont des totalités. Ils ont une image globale. Et il se conçoit donc comme fondamentalement différent de l'autre, puisque lui-même n'est que fragment et l'autre est un ensemble. Et puis, il est pour la première fois devant un miroir, et à ce moment-là, il est pris d'une espèce d'angoisse, car en même temps, il s'aperçoit qu'il est lui-même une image globale, une totalité, mais il perd son identité, il devient un autre, puisqu'il est comme les autres. Et le stade du miroir va être, en somme, la révélation que les fragments qui me constituent peuvent former un ensemble, mais vont me faire devenir un autre, c'est-à-dire m'aliéner à moi-même. Dans Le Miroir qui revient, apparaissent sans cesse ces deux possibilités essayer d'être moi-même, mais n'être que des fragments qui bougent et que je ne peux pas moi-même mettre ensemble. Je ne peux pas rassembler les différentes pièces du puzzle. Et en même temps, de me mettre en face de moi, comme si j'étais moi-même pour moi un autre. Et je m'aperçois que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que par moment, je ne suis que fragment, et à ce moment-là, je grouille, je bouge,
je suis comme imperméable au sens, ou au contraire, par moment, je peux avoir de moi une image, l'image du miroir, parfaitement rassurante et globale. Ah ben oui, je suis comme ça. D'autant plus bizarrement que l'image du miroir est une image inversée. Ce qui est aussi troublant, car vous avez sûrement fait cette expérience très bizarre quand on porte un t-shirt qui a une inscription. Quand on regarde son propre t-shirt, il y a écrit dessus quelque chose qu'on comprend très bien, I love New York ou n'importe quelle connerie comme ça. Et puis, on se trouve devant un miroir et il y a sur le t-shirt quelque chose de complètement incompréhensible puisque c'est écrit à l'envers. Et il faut un effort de réflexion pour se dire, mais moi aussi je suis à l'envers dans le miroir. Donc ces lettres qui me constituent n'ont pas du tout le même sens quand on me voit et quand je me vois, moi, dans le miroir. C'est quelque chose qui me frappe d'autant plus que j'ai eu, étant très jeune, des troubles psychiques, paraît-il, assez fréquents, qui inquiétaient ma mère. Bon, j'avais du somnambulisme, des hallucinations, des choses comme ça, mais aussi, quand je me suis mis à écrire, quand on m'a appris à écrire, je me suis mis à écrire normalement à l'envers. C'est-à-dire qu'on m'avait appris à écrire à l'endroit, et j'écrivais à l'envers. C'est-à-dire que pour lire, il fallait mettre la feuille devant un miroir. Elle n'était lisible que dans un miroir. Je pense que ce renversement du couple droite-gauche peut avoir joué un grand rôle dans ma formation. Dans certains de mes textes, il y a énormément de